Donc, nous sommes sur le thème, toujours dans la dynamique, dans le grand thème de l'expérience de l'un, ou la fusion avec la transcendance. On a traité d'abord la ferveur comme expérience, l'excellence comme expérience de l'un, la ferveur comme expérience de l'un, l'émergence comme expérience de l'un. Et là, on est dans l'abondance comme expérience de l'un. Si vous voyez ceux qui ont fait la voie des comptes, j'ai repris en fait, dans la structure du conte les différentes fonctions. L'excellence, c'est le roi, la ferveur, c'est le héros, l'émergence, c'est la fée, et là, l'abondance, c'est la totalité, c'est la synergie. Et j'ouvrirai un cycle de 3 séances encore sur la clarté qui correspondrait à la 5e fonction qui est le courant créateur. J'ai annoncé ça, si vous avez lu dans le livret, il y a un nouveau thème qu'on va approfondir et travailler un peu sur l'été. Alors, on est sur le thème de l'abondance, c'est-à-dire de la synergie, de la totalité. On a vu qu'il y a une très grande richesse. Avec le conte de Cendrillon, on a vu qu'il y a une très grande richesse d'un monde de surabondance, de fécondité, dans le jardin secret de tout un chacun, dans le jardin secret de tout un chacun, il y a une sorte de prise, de branchement à la totalité qu'on peut utiliser, comme ce conte de Cendrillon nous y invite, si le moment vient et qu'il y a l'urgence. Cela. Et c'est intéressant de prendre la mesure de ça, chacun, dans son jardin secret, la possibilité dont il dispose. Nous avons vu ça, le premier conte. Ensuite, nous avons travaillé avec le conte de La Belle au bois dormant. Nous avons travaillé cette abondance hors du temps. Hors du temps, il y a une abondance de moyens résolutoires. Un drame, un sommeil maudit, si on peut dire, et qui correspond au sommeil de notre existence. On est en dehors de notre vraie nature. On dort à notre vraie nature. Et ce sommeil-là peut être traversé hors du temps avec une profusion de moyens inouïs. C'est ce que montrait ce conte de La Belle au bois dormant. Vous avez vu, j'ai posé la question, si jamais ça se refermait, si jamais tout le monde se rendormait. C'est intéressant de voir la suite de La Belle au bois dormant comme ça. C'est-à-dire une menace de la fermeture du temps sur l'éveil qui s'est produit, le réveil qui s'est produit. La menace du temps pourrait très bien se refermer. De même qu'on a traversé hors du temps le sommeil, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, dans La Belle au bois dormant. Peut-être, de même, le conte ne le dit pas parce que le conte s'arrête avec ce réveil, mais peut-être que ce réveil peut disparaître avec un retour du temps. C'est une bonne question, ça. Là, maintenant, nous sommes avec un troisième conte, une troisième, l'abondance, on pourrait dire l'abondance de la conscience. Et comme chaque fois, dans ces séances, nous mettons en miroir le conte pour aller chercher dans notre existence, à travers les expériences de notre existence, les expériences d'être qui ont à voir avec la leçon du conte. En gros, c'est comme ça que nous faisons. Nous sommes un peu passifs, nous nous mettons dans un miroir et nous découvrons de toute notre existence hors du temps, des moments singuliers qui sont des passés hors du temps, où l'être a été là, dominé. Et on est invité avec ce conte de Blanche-Neige. Alors, une version de Blanche-Neige un peu surprenante, n'est pas celle à laquelle on s'attend, habitués que nous sommes à la version de Blanche-Neige et des 7 nains. Ici, on a une version un peu différente qui a les mêmes caractéristiques, mais avec quelque chose de plus et qui nous intéresse pour le propos et le nôtre, à savoir
cette surabondance de la conscience. Donc, je vais rappeler un peu les clés de ce Blanche-Neige, et puis on verra la clé qui nous intéresse le plus pour, en effet, passer devant nous, en miroir, cette surabondance de la confiance. On doit avoir connu dans notre vie. Et une surabondance similaire, c'est essentiellement ce qui m'intéresse pour nous dans ce propos aujourd'hui, c'est essentiellement ce vol de l'oiseau qui passe avec ce chant qui attire le collier d'or, qui attire les soliers rouges, qui attire la meule, qui fait justice et disparaît. Bon, ça, c'est intéressant. On a connu ça dans nos vies. Voilà. C'est ce que je voudrais que nous reconnaissions et que nous partagions, si vous voulez bien. C'est une leçon très intéressante, en réalité. Alors, Blanche-Neige. La singularité de Blanche-Neige, la thématique de base de Blanche-Neige, c'est la qualification du cœur. Un couple ne peut pas avoir d'enfant, une femme qui se morfonde de ne pas avoir d'enfant et qui n'aura jamais d'enfant, mais qui porte toujours en elle cette nostalgie, cet appel, on va dire, à mettre au monde, doit bien considérer que cela ne lui sera jamais donné, cela ne lui arrivera jamais. Voilà. En moi, c'est toujours là, quelque part en elle. Et comme dans Blanche-Neige et les Sept Nains, où ici, c'est à la faveur d'un accident, d'un moment tout à fait fortuit. En pelant une pomme, elle se blesse et 3 gouttes de sang tombent dans la neige. Et dans sa nostalgie de fond, soudain, son cœur se qualifie et énonce l'appel qui est en lui, l'appel d'une vérité. Et ça s'énonce comme cela, donc devant ces 3 gouttes de sang dans la neige, soudain elle dit, mais c'est ça, c'est un enfant comme ça que je voudrais, vermeil comme le sang, blanc comme la neige. Alors dans Blanche-Neige des Sept Nains, c'est et aux cheveux noirs comme l'ébène de cette fenêtre. Là, c'est vermeil comme le sang, blanc comme la neige. Et le conte, dans sa fidélité à sa structure et au message, à sa sagesse, va faire que cet énoncé, libérant la vérité qui est dans le cœur de cette femme, va donner lieu à une naissance miraculeuse. Elle met au monde 9 mois plus tard. Un enfant vermeil comme le sang, blanc comme la neige, c'est-à-dire avec un teint mystérieux qui traduit tout à fait pour elle ce qui a appelé en elle. Là, vous reconnaissez là? Comme il nous arrive, nous, dans notre vie, en effet, que soudain s'énonce dans un moment fortuit, à la croisée de différents facteurs, tout à coup peut s'énoncer notre cœur. Dans cet énoncé du cœur, quelque chose commence. Quelque chose commence et est indestructible dans son essence. Cet enfant apparu qui est vermeil comme le sang et blanc comme la neige, cet enfant apparu ne peut pas disparaître. C'est ce que va nous montrer le conte, et c'est l'enseignement du conte. Et le conte va nous mettre en scène des conditions adverses, extrêmes, pour bien nous faire comprendre cette leçon. Que l'infini du cœur, l'infini de vérité qui a émergé du cœur, et qui a pris forme dans l'existence, tout à coup il est apparu sous la forme d'un enfant, cet infini vermeil comme le sang, blanc comme la neige, ne pourra pas disparaître. Donc, va être assujetti à des assauts extrêmes. 60%. Des assauts extrêmes dont, comme dans Blanche-Neige et les Sept Nains, gardés par les nains, Blanche-Neige échappe d'abord, je crois,
c'est le lacet, ensuite c'est le peigne ou l'inverse, ensuite c'est la pomme, n'est-ce pas? La marâtre va utiliser pour tuer Blanche-Neige. Chaque fois, elle lui porte un coup qui semble fatal, mais que les nains défont. Donc, il dessert le lacet. Ensuite, il retire le peigne empoisonné de sa chevelure. Pour ce qui est de la pomme, ils n'arrivent pas, ils ne savent pas, ils ne voient pas. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Mais son pain ne disparaît pas, vous vous rappelez? Son pain ne disparaissant pas, ils ne peuvent pas l'enterrer dans la terre noire, elle blanche comme la neige, jamais comme le sang et blanche comme la neige. Donc ils la mettent dans un cercueil de verre et elle est là, chez eux, dans un cercueil de verre, morte. Et cette présence est très attractive, donne lieu à beaucoup de gens viennent voir ce personnage étonnant, cette beauté, cette merveille dans ce cercueil de verre chez les nains. Jusqu'au moment où un prince passe et il faut absolument que ce personnage dans ce cercueil de verre soit la reine de son peuple. Et il obtient des nains de pouvoir l'emmener. Et en chemin, par une secousse, tout à coup, Blanche-Neige va recracher la pomme et se retrouver vaillante. Vous vous rappelez de ça? Elle est indestructible. Et la marâtre va être finie, etc. Tout va rentrer dans l'ordre. On a quelque chose d'équivalent avec ce conte du genévrier ou de la pomme rouge. Hein. Il y a différents noms pour ce conte, cette version. Et chez Grimm aussi. Hein. Donc, on a bien la qualification du cœur. Cette femme qui prend un enfant, qui met au monde un enfant, dès l'instant que son cœur s'est qualifié, à travers cet énoncé, permet qu'il ne semble. Et l'enfant, en effet, a toutes les caractéristiques. Il va subir des assauts extrêmes et le conte nous montre, après un temps déjà d'agressivité de la part de la marâtre, le conte va nous montrer le point extrême de cette agressivité, où là, la marâtre passe à l'action, coupe la tête de l'enfant, et ensuite, en une sorte de stratagème, arrive à faire porter la responsabilité à Linette. Linette, non, elle ne s'appelle pas Linette. Pas. Je ne crois pas. C'est d'en les trouver, Linette. Marlène, elle s'appelle Marlène. Elle s'appelle Marlène, voilà. Et elle arrive, c'est épouvantable. Cette marâtre a vraiment quelque chose d'horrible, mais comme nous-mêmes, nous pouvons être horribles quand on est poussé vraiment dans nos retranchements et dans le venin qui nous constitue, qu'on le veuille ou non. Quand tout à coup ça prend, quand ça a été cultivé, quand cet aspect noir, obscur de soi-même a été cultivé, quand on a cédé à cette fascination hein, de ce qui est morbide, obscur en nous, et qu'on a cultivé ça, à un certain moment, ça donne lieu à des énergies surprenantes qui peuvent tout à coup se déchaîner en une actualisation comme celle-là. Tout à coup, en voyant l'enfant revenir de l'école, reprend la pomme et elle la remet dans le bahut et elle va proposer à l'enfant de prendre la pomme parce qu'en se penchant sur le bahut, elle rabattra le couvercle et elle lui coupera la tête. Elle va faire porter ça à la fille. Bien sûr, tout à coup, elle se réveille de l'acte de la femme, mais c'est trop tard. C'est fait. Là, ce qui arrive dans celle-là, elle fait porter à sa fillette, à sa fille, la responsabilité par une gifle, d'avoir fait tomber la tête de son frère. Puis ensuite, elle l'associe, elle l'enferme dans une promesse, une sorte de promesse. Elle l'associe à le faire cuire en ragoût et à le faire manger à son père. C'est vraiment extrême, hein, on se dit, oh là là, ça va de pire en pire. Et faut le prendre. Toujours de l'exagération, de la dramatisation dans les contes, encore une fois, pour nous frapper, hein, pour bien mettre le contraste et voir les choses dans leur extrême, dans leur extrême, de les voir vraiment bien dessinées. Et
Et vraiment, les assauts de la marâtre, on peut reconnaître des choses comme ça en exagérant. C'est nous-mêmes, on peut reconnaître. Le risque de cultiver les côtés obscurs de soi-même, à se laisser fréquenter les côtés obscurs de soi-même, on peut arriver à des monstruosités pareilles. Hein? OK. Alors, ce qui est intéressant, c'est à la manière, justement, comme avec les 7 nains, il y a une retenue. Vermeil comme le sang, blanc comme la neige. Cet enfant, vermeil comme le sang, blanc comme la neige, a bouleversé sa mère à sa naissance, de sorte qu'elle est morte. Hein, vous avez bien compris. Et ensuite, qui s'est retrouvé seul face à cette marade. Bref, décapité, mis à cuire, mangé par son père. Le conte montre comment Marlène, témoin de tout ça, donc verrouillée dans une sorte de double lien, impossible, dont il est impossible de s'extraire, mais néanmoins présente de tout son amour. Marlène, la manière des 7 nains, va conjurer quelque chose des assauts, on va dire comme ça, va conjurer quelque chose des assauts. Son père aussi. La manière dont le père mange ragoût de son fils, avec autant d'élan. D'élan. On sent qu'il y a là une reconnaissance d'instinct. Il dit, tout me revient. On sent que c'est de l'ordre de l'amour. C'est de l'ordre de la... Évidemment, on n'aime pas le côté animal, c'est certain. Mais c'est important, c'est puissant, c'est fort. Ce sont des énergies extrêmement puissantes. Et Marlène en est témoin aussi. C'est-à-dire que l'attitude de son père concourt à elle, à son adhésion, à sa présence, à l'intensification de sa présence dans cette situation tellement extravagante, tellement prégnante. C'est prégnant pour elle de voir son père manger son frère, mais de le voir manger avec amour, si, d'une certaine manière. Vous voyez, il n'y a pas d'obscurité là chez le père. Ce n'est que de l'énergie brute. Et donc, dépassée comme elle est par les événements, elle va connaître exactement ce qu'il faut faire. Elle aussi dans une sorte d'instinct de vérité d'une certaine manière. Elle va aller chercher son plus beau foulard de soie et envelopper les petits os qui restent. Il ne reste rien de l'enfant. Sinon, les petits os jetés dessous la table qui sont destinés à la poubelle. Il y a une poubelle dans cette maison, enfin, je sais pas. On met les os sous la table. Il y a pas de poubelle de table. Donc, voilà. Et elle, c'est insupportable pour elle, que c'est son frère qui est là. C'est insupportable. Là, il disparaît comme ça. Et il y a cette sorte d'acte sacré, hein, de sacralisation de sa part, de reprendre, de mettre dans le plus beau foulard de soie et de déposer au pied du genévrier, donc au point initial, au point de départ, hein, sous l'arbre où sa mère est entrée, où la mère est entrée, et où elle a eu cette vision d'un mec le sang blanc comme la neige. Donc, vous voyez, c'est un retour au centre. Marlène fait cet acte de façon implicite, inconscient ou surconscient, ramener au centre un mec comme le sang blanc comme la neige, vous voyez? D'où il est sorti, c'est-à-dire ramener cette vérité mystérieuse, hein, on est bien d'accord, la ramener au centre. D'où, alors c'est là notre surprise, d'où tout à coup, après que l'arbre se soit mis à ouvrir ses branches, à les balancer, etc., et à laisser descendre un brouillard avec un feu dedans, fasse disparaître le petit paquet, ce paquet des petits os de son fils, de son frère. Tout à coup, rejaillit sous la présence d'un oiseau qui chante un chant merveilleux.
Nous, c'est cette phase-là qui nous intéresse. Que c'est très étonnant. C'est très étonnant et on a connu ça. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à le reconnaître pour nous-mêmes. Comment, après un retour au centre, dans un moment extrême, on va dire comme ça, hein, comment, dans un moment extrême, après un retour au centre, une qualité d'être, une vérité de soi-même. C'est manifesté, est apparu, une forme inattendue, surprenante, absolument pas probable ni concevable, qui a opéré une manifestation assurément chargée d'intention, même si on ne le comprend pas. Donc, ressentez bien dans l'histoire, hein, comment une vérité de soi, comme le sang blanc comme la neige, assaillie au plus extrême, ramenée au plus simple de soi, on peut dire. Comment une vérité, en son appel, donnait lieu à une apparition, une manifestation absolument improbable, qui a eu une carrière, qui a disparu. Vous remarquerez que l'oiseau qui va passer, et on va revenir hein, sur les détails, mais l'oiseau qui passe, il disparaît à la fin. On pourrait se dire, cet oiseau incroyable, cet oiseau tellement puissant, cet oiseau inouï qui chante un chant extraordinaire, qui embellit le monde, qui va exercer une justice. C'est ça qu'il va faire. Il va donner à chacun ce qui lui revient. Donner à son père un collier d'or, donner à sa sœur des souliers rouges et donner à la marâtre la meule qui va faire disparaître. Et la marâtre disparaissant, il réapparaît. Il y a une sorte d'équivalence des formes, de présence au monde, d'une certaine manière. On a ce thème-là dans les contes, souvent. L'enchanteur disparaissant, l'enchanté, l'ensorcelé retrouve sa forme, libéré de l'ensorcellement. Il y a quelque chose comme ça hein, dans cette marâtre. Bien qu'on ne soit pas dans la magie, d'une certaine manière. Il y aurait cette forme d'oiseau qui serait magique, mais même pas. On le sent même comme ça. On ne sait pas ce que c'est. On est surpris. Donc l'oiseau passe, donne un chant extraordinaire, et par ce chant, va du toit d'un orfèvre, du toit d'un cordonnier, d'un arbre qui est près d'un moulin, il va attirer, élever l'adhésion de cœur d'un orfèvre, d'un cordonnier, de 25 meuniers qui sont en train de cueillir une meule. Il va élever leur cœur à donner le plus précieux de leur travail, c'est-à-dire de leur présence au monde, d'une certaine manière. Hein, pour un orfèvre, le collier d'or est ce qu'il a de précieux dans le moment. Ça a une grande valeur et c'est ce à quoi il travaille. De même pour le cordonnier qui va aller chercher ses cadeaux, ses souliers mis de côté pour un grand moment. Et meunier cette meule, considérable pour eux. L'oiseau, en son chant, racontant la monstruosité dont il a été victime, la monstruosité, racontant son histoire, parce qu'il n'y a pas que de la monstruosité, puisque Marlène s'est donné bien de la peine pour rassembler dans son plus beau foulard de soie les petits os jetés dessus la table, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une monstruosité, ça, c'est l'acte extraordinaire que Marlène a pu accomplir. Ah, il raconte son histoire, il le raconte dans une beauté, comme dans l'art, vous savez. Hein, on croirait du Shakespeare, ce conte, à montrer la monstruosité dans une
dans une gloire, on pourrait dire, dans une lumière glorieuse qui exprime les grandes vérités, enfin, quelque chose comme ça. C'est une glorification de vérité. Cet oiseau qui passe et qui disparaît. Donc, il est important de bien entendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire, un mec comme le sang, comme la neige, une vérité en danger de disparaître, rattrapé par un retour du centre, qui, de ce centre-là, va émettre une forme d'emprunt, une forme éphémère, mais où la totalité de sa présence est. C'est-à-dire, l'infini de vermeil comme le sang et blanc comme la neige est dans l'oiseau. Le chant, dans sa beauté, c'est pas une beauté comme ça. Et la preuve, cet oiseau est capable de porter une meule autour de son cou que 25 meuniers qui sont en train de la tailler ont peine à lui donner pour qu'il la passe autour de son cou. Donc l'oiseau est extraordinaire. On était hors du temps dans La Belle au bois dormant, là on est hors de l'espace d'une certaine manière. Vous voyez, les lois de l'espace sont abolies ou sont suspendues par la puissance de cette mission de la vérité ramenée au centre, vérité en danger à plan, ramenée au centre, soudain s'émet en une forme nouvelle, qui est une forme qui va avoir une carrière spécifique, qui va être un pouvoir de justice. Cette forme est un pouvoir de justice qui va aller son terme et disparaître une fois le terme. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est nous. Comme on va le voir. Et une fois ce terme atteint, une fois justice faite en réponse à l'appel de cette vérité mise en danger, vermeil comme le sang, blanc comme la neige, et de nouveau ici, mais cette fois, il n'est plus identifié cette forme destructible de petit frère. Il prend sa sœur par la main et son père par la main et les emmène à l'intérieur de la maison où ils vont manger. Mais vous pouvez être certain, si vous prenez le temps de ressentir, c'est que cet enfant, en sa présence, étant revenu dans la maison, quelque chose de plus que qu'il était sous les coups de la marâtre, n'est-ce pas? Il était passif sous les coups de la marâtre. Il est actif maintenant. Même le garçonnet, mais actif au sens où l'éveil est actif, où la conscience est active. Conscience qu'on a vue dans cette carrière de faire justice, avec ce pouvoir de justice. Là aussi, il serait intéressant d'écrire une suite de ce conte et d'imaginer ce qui va se passer maintenant. Ce serait intéressant de voir ce qui va se passer maintenant. Mais déjà, il faut digérer. C'est un morceau sérieux. C'est intéressant pour nous, car, comme je vous l'ai dit, je vous ai donné des témoignages. Je peux en dire davantage. Je ne suis pas trop étendu, mais c'est intéressant. Regardons notre vie hors du temps. C'est là où c'est simple, parce que ça va mettre de conditions. Ressembler à cette histoire. Nous ressemblons à cette histoire, hors du temps. C'est-à-dire que c'est sûr, dans notre existence, nous avons connu des moments où une vérité nous caractérise. Je t'invite vraiment à ressentir ça, combien certaines vérités nous caractérisent. Alors, apparemment, la vérité est universelle et nous sommes une personne. Oui, mais nos personnes, parce qu'on a un cœur à cela et nous portons une nature particulière,
notre nature véritable connaît les vérités, est constituée de vérité, est constituée de qualité d'être. Notre être est constitué de qualité. C'est la première conception que nous pourrions avoir de notre être. Il est intéressant de reconnaître dans les grands moments d'inspiration, ce que nous faisons depuis plusieurs mois, n'est-ce pas? Il est très intéressant de reconnaître dans les grands moments d'inspiration une vérité d'être est en expression. Une vérité de nous-mêmes. Une qualité d'être ou vérité d'être, c'est pareil. Mais quelque chose que l'on peut ressentir en entrant dans notre cœur. Si nous venons dans notre cœur, nous prenons un moment fort, une grande inspiration, si nous revenons dans notre cœur pour revivre autant qu'on peut ce moment d'inspiration, on doit connaître, en entrant dans son cœur, on doit connaître une vérité, une qualité d'être. Exactement comme cette femme qui ne peut pas avoir d'enfant, dans l'accident de ces 3 gouttes de sang tombées dans la neige, soudain, elle connaît une vérité d'elle-même. Ce qu'elle veut, ce n'est pas un enfant, non, c'est un enfant vermeil qui le sang est comme la neige. Et dès l'instant que c'est énoncé, l'enfant peut naître. Avant, il ne pouvait pas naître, il n'était pas reconnu. La vérité qui est derrière la conception, disons, la vérité qui était là en attente n'était pas connue. Donc, il fallait qu'elle apparaisse. Comme dans nos vies, dans les grands moments de nos vies, lors du temps, encore une fois, chaque fois, un grand moment, une grande inspiration a eu lieu, une vérité était là, qui appelait, qui s'est montrée, qui nous caractérise. C'est intéressant de voir comment ces vérités qui nous constituent, donc, sont apparues, ou bien étaient en appel à apparaître, ou bien étaient en danger pour des circonstances qui les menaçaient. Et les circonstances extrêmement adverses. Dans une existence humaine, c'est difficile de donner la priorité aux vérités qui nous constituent dans notre champ d'existence. Il y a tout lieu que ce soit les cadres sociaux, les références culturelles qui jouent, mentales, culturelles, familiales, sociétales, bref, qui créent notre existence, qui construisent notre existence, et non les vérités en nous qui appellent. Donc, à un certain moment, il y a une contradiction entre les deux. Il y a une bataille. Et les conditions extérieures essayent d'étouffer ces vérités. Donc, il y a une vie des vérités qui nous constituent de notre nature profonde. Il y a une vie de ces vérités qui est faite de dangers, qui est faite d'agressions, d'assauts, qui est faite de mise en danger. On retrouverait ça très facilement, je pense. C'est intéressant de regarder ça, en tout cas. Et comment des vérités mises en danger ont appelé. Moi, par exemple, je vous l'ai dit, la manière, je l'ai déjà exprimé, bonjour Anne, je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises, la manière dont j'ai rencontré les contes de fées, auxquels je ne connaissais strictement rien, c'était la réponse à un appel de mon être. J'avais un chagrin, j'étais inconsolable de pouvoir partager sur la spiritualité. Parler de la spiritualité, connaissant le prix de ce qu'était la spiritualité par des contacts que j'avais eus, des gens que j'avais pu fréquenter, etc., dans l'impuissance à parler de spiritualité avec mes amis, avec mes proches, avec ma famille, etc., mes rencontres, etc., c'était pour moi insupportable. Et j'étais malheureux de ça. Et je me souviens qu'un jour, j'étais devant la librairie de la Procure à Paris, et qu'est-ce que je vois une femme passée devant moi, tellement malheureuse. Et là, j'ai connu, je manquais de m'évanouir moi-même, et j'ai connu que ce n'était pas possible d'être impuissant à partager ce qui m'avait sauvé, moi. Je voyais que je suis malheureux. J'aurais dû apporter secours. Eh bien non, je ne pouvais pas. C'était insupportable. Une semaine après, je peux dire, 15 jours après, j'offrais à ma belle-mère, Comte de Grimm, je demandais à ma femme, mais lis-moi un peu ce livre que j'achète pour ta mère, là, qui est
toi l'éditeur, les Bibles, etc. Lis-moi un peu un conte, que je sache ce que j'offre à ta mère. Elle me lit les trois plumes, et là, pour moi, c'est la révélation. Il y a là les vérités dont j'aimerais pouvoir partager avec les amis, avec les gens que je rencontre, etc., dans ma vie, quoi. Vous voyez, tout à coup, la solution était là. Vous voyez, venue comme ça. Donc, c'est ça que je veux vous dire. Dans vos vies, c'est sûr, nous avons tout ça. Après un appel désespéré, peut-être, de vérité en nous, qui doivent vivre à travers nous, tout à coup se présente un événement qui fait que ça apparaît. Il commence une vie avec ça. Ça, c'est vermeil comme le sang, blanc comme la neige, ça à travers les 200. Ensuite, les assauts de la vie, de l'existence, en ces constructions toutes faites, formes, formistes, disons, vont attaquer ça. Si vous voulez faire des contes, je découvre les contes ce jour-là, je découvre la possibilité de partager la spiritualité. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? C'est des histoires pour les enfants, etc. Vous voyez? Sauf que non. La vie a permis, dans la mesure où je me suis attelé à ça, et que je commençais à répondre, à fouiller là-dedans d'une manière ardente, la vie m'a fait confronter un certain nombre d'adversités, de contradictions, du contexte dans lequel on vit, et qui a donné lieu à une carrière, d'une certaine manière, on pourrait dire. C'est-à-dire, pour moi, est apparue une fréquentation des contes qui a été bénie à plusieurs reprises d'écriture particulière, parce que j'étais à vivre ce vermeil comme le sang, blanc comme la neige, avec une marâtre en face qui assénait les coups. Il est intéressant chacun de reconnaître ça, et de reconnaître comment cette chose mystérieuse, de ramener au centre cette vérité de soi qui est apparue, mais qui a été ensuite assaillie, ramener au centre. Si vous la ramenez au centre, a donné lieu à votre vie à des émissions surprenantes. Moi, je me suis retrouvé finalement à en faire mon activité, c'est-à-dire à proposer un jour, à la suite d'une pensée créatrice, à faire expérimenter les contes aux gens et à créer mon séminaire. Je ne l'ai pas créé au moment où j'ai reçu, où j'ai offert le livre des contes de Grimm à ma belle-mère. C'est 5 ans après partir en rond, de manière fastidieuse, difficile. Donc, il est intéressant de reprendre les grands moments de notre vie ou les grandes vérités qui nous caractérisent, qui ont émergé, de regarder leur carrière. Parce qu'elles ont une carrière du type de l'oiseau merveilleux qui va attirer le monde à l'unisson de son expression. Vermeil comme le sang, blanc comme la neige, il dit son histoire. Il ne fait que ça. Ma mère m'a mangé, ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma sœur Marlène m'a donné bien de la peine. Il ne fait que raconter son histoire. Mais dans vous voyez, c'est ça que nous avons à faire, c'est ça que je vous propose. Racontez votre histoire en un chant comme celui de cet oiseau merveilleux. Ah, c'est possible, Fatih, je pense. Ah, c'est vraiment possible. On ne pense pas à le faire, ça, parce qu'on est voilé. Mais on pourrait le faire. Le conte nous dit, mais si, faites-le. C'est sûr que vous avez vécu ça. C'est sûr que vous avez fait des choses incroyables. C'est sûr que la conscience en vous a répondu d'une manière incroyable, quelquefois, à l'appel des vérités en souffrance qui étaient dans votre cœur. C'est sûr. Qui peut avoir répondu comme ce vol incroyable. On est une forme d'oiseau inouï qui va disparaître. Il va disparaître. Mais vermeil comme le sang, blanc comme la neige, sera là plus que jamais. Il n'y a pas de raison de lui supplanter un oiseau merveilleux, vous voyez? On aurait tendance à faire ça. Il n'y a pas de raison. Non, non, non. C'est vermeil comme le sang, blanc comme la neige, sous forme d'oiseau maintenant. Merveilleux. Il fait ce moment-là, cette justice que l'un lui donne, que l'un, avec son pouvoir, vient lui donner de faire.
Donc, essayez de... Voilà, l'invitation avec cette histoire, dans la surabondance de la conscience, c'est à travers les vérités de nous-mêmes qui appellent dans notre vie, qui ont été entendues de la conscience. Il est intéressant de voir comment la conscience a répondu, par quel pouvoir elle a répondu aux appels de nos vérités. Et ça nous dit que la conscience est présente dans nos vies, même si on ne la reconnaît pas et si on ne la vit pas tous les jours, hein, elle est apparue, elle a été là à certains moments, et c'est vraiment intéressant de le reconnaître, parce que ça viendra constituer, ça viendra fortifier notre présence d'être conscient, notre présence de conscience, en fait, notre présence de confiance. On peut reprendre chacun, on peut reprendre toute son histoire comme ça. Moi, je vais raconter comment j'ai rencontré Bernadette et comment l'un me l'a fait rencontrer. Vous voyez, si je commence à raconter de cette façon, regarder de cette façon. Et les grands moments de notre vie sont des moments où une vérité en appel reçoit une réponse de l'un, de la conscience, qui se manifeste comme un pouvoir spécifique. Vous voyez, là, c'est le pouvoir de justice, l'oiseau. L'oiseau, de justice. Et hop, ça disparaît. La justice est faite, on va faire autre chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? On ne sait pas. Mais c'est sûr qu'il va se passer d'autres choses. Pour vermeil comme le sang, blanc comme la neige, destructible. Donc, je vous invite à regarder ça. Et c'est magnifique de regarder les grands moments de sa vie dans cette couleur-là, un peu comme un conte. C'est merveilleux parce qu'il y a derrière ça une possibilité de reconnaître, de changer de paradigme, vous voyez, de s'éloigner du paradigme du moi personnel. On voit bien que c'est une vérité qui est en cause, une vérité qui reçoit de l'aide d'un monde de vérité, d'un monde de pouvoir, d'un monde de conscience. C'est la vie de la conscience, en réalité. On sent bien qu'à s'éloigner du paradigme du moi séparé, du moi personnel, on se retrouve dans le paradigme de la conscience, de notre vraie nature, qui est si difficile à rejoindre d'une certaine manière. Enfin, c'est juste de dire ça, je ne sais même pas. En tout cas, surabondance de la conscience, en action dans notre vie, conscience en éveil qui agit dans notre vie, en réponse principalement à nos vérités en appel. Voilà le thème d'aujourd'hui. Avant de vous passer la parole, j'aimerais, sinon je vais oublier, une chose que j'aimerais faire, ce qu'on va faire là, vous allez me dire si ça vous convient, j'aimerais assez que, justement, cette confiance en action, ici, part de vérité, part de justice, dans ce compte. Dans la dynamique même de nos séances et de ce que nous dans le miroir et de l'excellence et de la ferveur et de l'émergence et de l'abondance et prochainement de la clarté, j'aimerais qu'on essaye de faire une chose ensemble qui nous mettrait dans une sorte de posture de protagoniste. D'une certaine manière, là, on se met dans le miroir des contes. On est un peu passif, mais dans le miroir des contes, on reprend l'historique des moments forts de notre vie et on les réinterprète. Voilà ce que nous faisons. On pourrait faire quelque chose de plus actif. Il y a longtemps que je songe à ça et je n'ose pas. Là, je m'y décide d'une certaine manière. Je voudrais dire qu'on tirerait chacun au sort, là, maintenant, une qualité d'être. Pour, dans le moi, voir si cette qualité d'être s'est manifestée dans notre vie.
Et par exemple, la qualité d'être en entendant, avec une distinction à placer, hein, qui est importante. Si l'on regarde comment, au jour le jour, comment nous sommes dans notre présence vigile, disons, du matin au soir, on fait exister des objets visuels, des objets sonores, des objets mentaux, des objets sensoriels, disons. Hein, nous faisons exister des objets de conscience. Et cela, ces objets-là, en fait, ils apparaissent dans un champ de conscience. Le champ de conscience n'est pas la même chose que ces objets. Hein? C'est parce qu'il y a un champ visuel qu'apparaissent des objets visuels. Hein, vous êtes d'accord? Parce qu'il y a un champ auditif, sonore, il y a des sons. C'est parce qu'il y a un champ sensoriel qu'il y a toutes sortes de sensations qui apparaissent dans nos existences. Ces objets de conscience, hein, sont perçus par la conscience, apparaissent dans un champ de conscience. Si on regarde bien, ce champ de conscience est illimité et c'est le même champ de conscience pour les objets visuels, pour les objets auditifs, pour les objets sensoriels, qu'ils soient. Les objets qui apparaissent, tous les objets de perception, il n'y a qu'un seul champ de conscience et un champ de conscience illimité. Un champ de conscience qui était là hier, avant-hier, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et qui sera là encore demain, après-demain, vous voyez, éternel. Et ce qui perçoit ces objets, le champ de conscience, on peut dire, ce qui perçoit ces objets est hors du temps, est hors de l'espace, et maintenant, ici, illimité. Vous voyez, je suis en train de qualifier là. Ça veut dire que si on prenait les qualités d'être, c'est des qualités d'être que je viens de dire, hein, éternel, limité, ici, peut-être bienveillant, ce qui perçoit, ce qui apparaît dans mon champ de conscience, qui sait, est peut-être bienveillant, et peut-être compatissant, etc. Donc, si vous avez à l'esprit ça, je vous mettrai un petit texte accompagnant ça. Distinguer les objets de perception qui peuvent exister du matin au soir. Si vous les distinguez du champ de conscience où ils apparaissent, et que le champ de conscience, vous le vivez comme une conscience qui perçoit. Le champ de conscience peut percevoir ce qui apparaît en lui. Essayez de le qualifier. Et on pourrait le faire en choisissant une qualité, là, entre nous. Et se dire, tiens, dans le moi, est-ce que la qualité de joie, par exemple, si j'avais tiré la joie, ou si j'avais tiré grand, il est grand, le champ de conscience, franchement, il est vraiment grand. Il est infiniment grand. Ressentir. Évidemment, comme on le conçoit, comme on le ressent. Il s'agirait de ressentir pendant un mois, de se mettre, de cibler une qualité et de voir si on a des choses à dire, si elle se manifeste dans notre moi. Si cette qualité-là, comme conscience, est venue et passée dans notre vie. Donc la proposition, ce serait de tirer au sort, là, maintenant, ou tout à l'heure, avant de s'en aller, de tirer de 1 à 100 un nom, une qualité d'être, de 1 à 99, de 1 à 99. Alors, vous dites un chiffre de 1 à 99 et on regarde ce que c'est correspondant à ça, et on voit si cette qualité-là
si cette qualité-là aura vécu dans notre moi et on se rend compte de ça la fois prochaine. Alors, je ne sais pas trop comment on va faire et comment on le fera. Hein. On essaye ça. C'est une chose, là, vous voyez, on est plus actif. On est un peu protagoniste. Mais on est dans le même ordre de réalité, à savoir reconnaître les vérités d'être. Notre niveau individuel est au niveau du pouvoir qui vient répondre à ces vérités. Un pouvoir qui répond à ces vérités. Que nous montre ce compte. J'ose vous proposer ça puisqu'on vient de faire le compte qui montre ça directement. La vérité de blanc comme le sang et blanc comme la neige, subissant les assauts les plus extrêmes, soudain, là, la conscience présente cette forme, offre cette forme d'expression, de faire justice, disparaître. De nouveau, on a la main comme le sang, blanc comme la neige, en forme de garçon. Vous voyez? On a tous connu ça dans nos vies. Alors, il faut qu'on se raconte ça. Et je n'ai pas oublié donc de vous poser cette chose. À la fin, on se tire des noms. Et puis on voit, on fait ça une fois, deux fois. Et comme on se verra à l'université d'été, j'espère, le 14 juillet, on va continuer là-dessus. Vous avez reçu d'ailleurs un document à l'université. On manque un peu d'ambition dans le travail que nous faisons. OK, c'est bon pour moi.